Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Sur haute instruction royale, le Maroc se solidarise avec l'Espagne suite aux tragédies causées par la tempête Dana qui a entraîné de lourdes pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur pour coordonner l'envoi de l'aide nécessaire. Les chefs d'entreprise et des décideurs économiques français poursuivent leur visite de prospection dans les provinces du Sud. La délégation française s'est rendue au chantier du port d'Arles-Atlantique et s'est également enquis de l'état d'avancement de la future station de dessalement de l'eau de mer de la région. Nous célébrons ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Au Maroc, cette pathologie touche près de 3 millions de personnes. Une affection qui peut entraîner des troubles au niveau de différents organes du corps, comme l'appareil urinaire et la prostate chez l'homme. Nous verrons dans un reportage comment le diabète peut être à l'origine de ces complications. Nous le disions en titre, sur haute instruction royale, le Maroc se solidarise avec l'Espagne suite aux tragédies causées par la tempête Dana qui a entraîné de lourdes pertes humaines et d'importants dégâts matériels. En réponse aux besoins urgents des zones sinistrées, le Maroc donne corps à sa solidarité par un déploiement logistique significatif pour renforcer les efforts de secours. Dans cet élan solidaire, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur pour coordonner l'envoi de l'aide nécessaire, réaffirmant ainsi l'engagement inébranlable du Royaume à se tenir aux côtés de l'Espagne. Imanab. Le Maroc, un des premiers pays à se solidariser avec l'Espagne. Une mobilisation exemplaire dans les régions sinistrées. Sur hautes instructions royales, le Royaume concrétise cette solidarité par un déploiement logistique significatif pour renforcer les efforts de secours. Une opération exceptionnelle, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs marocains pour venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana. En nombre del pueblo español quiero agradecer. Nous, peuple espagnol, adressons tous nos remerciements au Maroc pour son soutien en ces temps difficiles, vécus particulièrement dans la région de Valence. Nous avons perdu beaucoup de victimes et enregistré d'importants dégâts matériels. Nous avons besoin de ce soutien. Merci au Maroc pour cette solidarité. Sa Majesté le Roi a offert la coopération des services de secours marocains en proposant l'assistance des secours dès les premières heures de la tragédie. Ce geste illustre l'engagement inébranlable du Royaume à se tenir aux côtés de l'Espagne. Un engagement royal qui reflète la profondeur des relations stratégiques qui lient le Maroc et l'Espagne, basées sur un voisinage privilégié, une histoire commune et des valeurs partagées. Ce jeudi marque un début de retour à la normale. Dans la région de Valence, les restrictions à la circulation des voitures ont été levées, tandis que le trafic ferroviaire avec Madrid a repris en fin de matinée, pour la première fois depuis 15 jours. Ce retour à la normale est cependant plus compliqué dans les zones ravagées par les inondations du 29 octobre, où les travaux de déblaiement et de remise en état des infrastructures se poursuivent, tout comme la recherche des 16 personnes encore portées disparues. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Le conseil a adopté le projet de décret fixant les activités exercées par les sociétés industrielles bénéficiant de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés, l'IS, prévue à l'article 6 du Code général des impôts. L'exécutif a pris connaissance de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, ainsi que du projet de loi 3423 approuvant la dite convention présentée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi portant approbation du décret de loi du 27 septembre 2024 complétant la loi relative au Code du médicament et de la pharmacie. Ce texte a été présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale.
Dans l'actualité législative, la Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de l'exercice budgétaire 2025. La séance a été consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique ainsi qu'à la discussion générale de la première partie du PLF et la présentation de la réponse du gouvernement. Après une première et riche escale à Laayoune, les chefs d'entreprise et les décideurs économiques français poursuivent leur visite à Dakhla pour explorer les opportunités d'investissement dans la région. Hier, la délégation française s'est rendue au chantier du port Dakhla Atlantique où elle a pu découvrir ce grand projet conçu sous l'impulsion d'une vision royale qui permettra de renforcer l'intégration de la région dans le continent africain. Il viendra aussi intensifier les échanges commerciaux avec l'Europe. La délégation de chefs d'entreprise et de décideurs économiques français s'est enquis également de l'état d'avancement de la future station de dessalement de l'eau de mer de la région. C'est un reportage de Bakar Glimi, Mohamed Iddes avec un récit de Sofia Fegrout. Le port n'est pas encore achevé, mais on en devine déjà le squelette. Sur les hauteurs qui surplombent le chantier, les membres de la délégation française d'opérateurs économiques constatent les avancées de visu. Le port Dakhla Atlantique permettra de renforcer l'intégration de la région dans le continent africain et viendra intensifier les échanges vers l'Europe, les Amériques et au-delà. Ces différents enjeux sont expliqués par la directrice d'aménagement du port. C'est que le projet va transformer la région entière. Un nouvel essor auquel les investisseurs français veulent contribuer. Nous avons visité tous les différents projets. D'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir le potentiel en termes d'énergie verte, en termes d'économie, on va dire, structurante. Au niveau de Dakhla, le potentiel est énorme. On a vu le président de la région qui nous a parlé des différents plans d'investissement et de l'ensemble des investissements qui ont déjà été réalisés. Et on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une dynamique qui est structurée, qui va permettre de pouvoir drainer en tout cas un vrai poumon économique au niveau de Dakhla. Un poumon économique qui sera stimulé par la station de dessalement d'eau de mer. Le projet sera livré en juin 2025. À terme, la station fournira 37 millions de mètres cubes d'eau potable par an. 30 millions pour l'irrigation des terres agricoles et 7 millions destinés à l'usage ménager. Des géants de l'industrie énergétique française prennent part à ce projet. Sur cette usine de dessalement 100% renouvelable, c'est une première au monde. Elle est actuellement en construction, construite à la fois et développée par Nareva et Engie, que j'ai la chance de représenter aujourd'hui. Nous leur avons montré tout ce système qui permettra d'amener de l'eau à la fois d'irrigation pour l'agriculture sur 5000 hectares environ, et puis de l'eau potable pour la région de Dakhla. Donc c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de visiter une station de dessalement à Dakhla. Alors, la première au monde qui est 100% énergie renouvelable. Donc c'est une très très belle infrastructure qui est en train de se développer. Moi je suis fière parce qu'on répond également au discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec cet élan de la diaspora marocaine partout dans le monde. Et c'est aussi une grande fierté, comme je le disais, d'être présent aujourd'hui et de voir toute cette énergie autour des énergies renouvelables. Dont l'énergie éolienne, qui va alimenter entièrement la station de dessalement d'eau de mer. Et cet investisseur, cette modernité des infrastructures et cette authenticité qui caractérise les provinces du sud du Maroc. Des atouts et un potentiel qui se révèlent sous l'impulsion du nouveau modèle de développement. Direction à présent Bakou en Azerbaïdjan où se poursuivent les travaux de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'aide financière aux pays en développement est au cœur des négociations lors de cette grand-messe du climat, car ce sont ces pays-là qui payent le plus lourd tribut au changement climatique. Nous retrouvons sur place Widam Sahel, Hamza Sayeh, le commentaire est de Oumaima Ramli. Des salles de conférences bondées et des tables rondes qui ne désemplissent pas. Mais dans cette grand-messe du climat, un seul sujet est sur toutes les lèvres, le financement climatique pour les pays en voie de développement. On est encore au début de la COP.
Les objectifs sont clairs, l'accord sur le financement qui permettra d'avoir des plans nationaux plus ambitieux. Et puis un accord sur les mécanismes de carbone, de compensation carbone de l'article 6 de l'accord de Paris. Si on a des accords sur la finance et sur les mécanismes carbone, je pense que on pourrait dire que c'était une COP 29 qui a eu le succès attendu. That will of course depend on how much money is available for countries to actually realize their ambitions. Nous attendons de voir quel est le montant d'argent qui sera établi pour aider les pays en voie de développement à atteindre leur ambition. Nous espérons que ce montant sera à la hauteur des besoins. À côté de cette question cruciale du financement, nous avons aussi d'autres questions à l'ordre du jour, notamment l'alimentation et la mobilité. Limiter l'écart financier qui se creuse entre besoins d'adaptation climatique et investissements prévus, c'est le défi posé aux quelques 200 pays participants. Car il y a urgence. Le fossé financier a grimpé de plus de 50%. L'avantage est que ce conclave mondial réunit décideurs et acteurs civils autour des mêmes sujets. Cette année, le mot d'ordre est la justice climatique et l'urgence de trouver des solutions. Des solutions qui peuvent même être locales, car il y a urgence. La situation climatique devient de plus en plus critique. Cette 29e édition de la COP devra donc se conclure par un nouvel objectif pour la finance dans les pays en développement. Les effets des changements climatiques se ressentent au Maroc. Le temps est d'ailleurs un peu clément sur plusieurs provinces, peu clément plutôt sur plusieurs provinces du royaume, notamment sur les reliefs au-delà de 1500 mètres, de fortes rafales de vent 80 à 100 km/h avec tempête de poussière concernent depuis 17h cet après-midi les provinces de Midelt, Azilal, El Haous, Chichaoua, Ouarzazate. Le vent soufflera jusqu'à demain 23h50. Et puis ailleurs, en Asie, le temps fait des siennes. En moins d'un mois, les Philippines sont frappées à nouveau par le typhon Usagi. Ce cyclone tropical a touché terre dans la ville de Bagao, dans la province de Cagayan, avec des vents de 175 km/h. C'est ce qu'a indiqué le service national de météorologie. Les vents pourraient causer des dommages presque complets aux structures en matériaux légers, en particulier dans les zones côtières très exposées. Des pluies intenses à torrentielles et des vagues côtières pouvant aller jusqu'à 3 mètres et risquent de mettre la vie en danger sont également prévus sur les 2 prochains jours. Quelques 40 000 personnes devraient être mises à l'abri. Environ 20 grosses tempêtes et typhons frappent chaque année l'archipel ou ses eaux environnantes. On passe au Proche-Orient. Israël poursuivant ses bombardements au Liban. L'armée israélienne a dit avoir frappé environ 30 cibles dans la bande sud du pays. La tension entre Israël et le Hezbollah est montée d'un cran avec l'annonce par Israël de la mort de 6 soldats israéliens tués dans le sud du Liban. Il s'agit de l'incident le plus meurtrier pour l'armée israélienne en territoire libanais depuis le début de l'assaut terrestre. Plus de 3360 personnes, en majorité des civils, ont été tuées au sud-Liban, selon les autorités libanaises, depuis le début des affrontements en octobre 2023 entre Israël et le Hezbollah. Et puis à Gaza, l'ONG Human Rights Watch estime dans un rapport publié aujourd'hui que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande mènent à des déplacements forcés de population, ce qui relève du crime de guerre. Selon Human Rights Watch, les actions qu'Israël semble également correspondre à la définition du nettoyage ethnique dans les zones où l'armée a sommé les Palestiniens de partir et où ils ne pourront pas revenir. Nous célébrons aujourd'hui, 14 novembre, la journée mondiale de la lutte contre le diabète, l'occasion de sensibiliser aux symptômes et au traitement de cette maladie. Au Maroc, cette pathologie touche près de 3 millions de personnes, une affection qui peut augmenter le risque de complications au niveau des différents organes du corps, comme l'appareil urinaire, la vessie et la prostate chez l'homme. Et ce n'est pas tout, le diabète peut aussi avoir des impacts négatifs sur la fertilité. Reportage Medish Taïbi et Zakaria Morinbil.
Ce patient est atteint de diabète. Aujourd'hui, il vient consulter chez ce médecin urologue. Certains symptômes ont été particulièrement alarmants, au point de le gêner dans son quotidien. Incontinence urinaire et altération du confort mictionnel, démangeaisons au niveau de la peau et douleurs au niveau des reins, de la vessie et de la prostate. Je souffre de plusieurs symptômes. La nuit, je dois aller aux toilettes jusqu'à 4 fois. En plus, je ressens souvent des douleurs au niveau du bas-ventre. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour remédier à cette situation. Les impacts sur les fonctions reproductives et sur la fertilité sont également visibles chez les patients diabétiques. Chez les hommes, le diabète peut affecter la prostate et l'urètre. On dénombre un risque accru d'adénome et de cancer de la prostate chez ces patients. Le diabète peut affecter les fonctions urinaires, la vue, la mobilité. Quand je prends l'insuline, je me sens bien. Mais ces derniers temps, j'ai un problème au niveau de la fonction urinaire. Je dois aller de 4 à 6 fois aux toilettes. Fort heureusement, des solutions existent. Des médicaments ont été développés par des compétences marocaines, avec des résultats satisfaisants, à la fois sur les fonctions urinaires que sur la fertilité. Il y a des médicaments qu'on fabrique au Maroc, stabilisateurs de la vessie, les bêta-3 mimétiques, les anticholinergiques, les alpha-bloqueurs. Et voilà, ceci pour avoir une qualité de vie par rapport au pipi et les urines, pour la vessie. Et pour la fertilité, on dispose de pas mal d'un arsenal thérapeutique, une compilation, une panoplie de médicaments antioxydants, de médicaments à base d'androgènes pour améliorer le potentiel de fertilité du couple. Si le traitement des problèmes urinaires ou de la fertilité fait le plus souvent appel aux médicaments, certains cas nécessitent une intervention chirurgicale. Ces situations se produisent notamment après plusieurs années d'évolution du diabète, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge adéquate afin d'améliorer la qualité de vie des malades. Et pour parler plus en détail donc des complications liées à cette maladie, avec nous sur le plateau ce soir, professeur Abdeltif Jennen, chirurgien urologue. Monsieur Jennen, bonsoir. Bonsoir. Alors, le diabète peut être à l'origine donc de certains dysfonctionnements et troubles, notamment au niveau de la vessie et de la prostate chez l'homme. Alors, comment expliquez-vous cela? Exactement, comme vous l'avez précisé sur votre prélude, le diabète aurait une préférence pour les organes nobles qui se nourrissent de glucose, en l'occurrence le rein, la vessie, la prostate et les organes génitaux. À longue échéance, ces organes vont voir leur fonction se dégrader parce que tout simplement, ils vont perdre en fraîcheur, ils vont perdre en perfusion, ils seront mal irrigués, ils vont perdre leur sensibilité. Et plus les décennies ou les décades avancent, le malade va commencer à ressentir certains signes que nous avons précisés tout à l'heure sur le reportage. Notamment, il va commencer à se gratte parce que tout simplement, ses reins ne seront plus capables d'excréter ou de le débarrasser d'un excès de phosphate. À un certain moment, il verra son poids augmenter parce que tout simplement, son rein n'est plus capable de filtrer l'eau et le sodium. Ou l'inverse, des fois, il va voir sa corpulence en train de régresser parce que tout simplement, sa masse corporelle, ses protéines seront perdues par un rein qui est en train de devenir déficitaire. Alors, comme on l'a vu dans le reportage, les qualités de vie des patients diabétiques, notamment ceux souffrant de gènes mictionnels, est sérieusement affectés par ces troubles. Alors, comment les aider à remédier à ce problème? Justement, au départ, du haut vers le bas, on aura une dégradation de la qualité de vie au niveau haut appareil, le rein, puis après va s'installer la dégradation de la qualité de vie au niveau de la vessie et le verre ou le sphincter, le robinet dont on dispose pour contrôler son propre pipi. Ces malades vont constater brusquement, ils avaient l'habitude de pouvoir se retenir entre une miction et la prochaine environ 6 à 7 heures, puis ils seront obligés d'y aller chaque heure, chaque 30 minutes, et dans un cap plus avancé, ils auront ce qu'on appelle l'incontinence ou la fuite urinaire. La fuite urinaire, ils vont assister à un besoin brutal de satisfaire une envie d'uriner dont l'aboutissement sera une urination ou de l'incontinence. À ce stade,
on leur fait un examen aérodynamique, on les explore par l'échographie et au bout de ce bilan biologique et morphologique, on leur propose, au départ, s'ils viennent un peu tôt, on leur propose soit les anticholinergiques ou les bêta-3 mimétiques pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Mais certains malades vont banaliser ce genre de symptômes, ils vont venir un peu tard et à ce moment-là, on sera obligé, que ce soit l'homme ou la femme, de leur proposer une chirurgie endoscopique en vue de leur rétablir une bonne qualité de vie. Alors, professeur, autre question, le diabète peut-il entraîner une infertilité? Justement, pour avoir une capacité à procréer, il faut disposer d'une prostate normale, il faut disposer de voies séminales normales et de testicules, voilà, et de testicules normaux. On le sait, le diabète aurait une prédilection aux organes qui sont riches en nerfs et en vaisseaux. Il va aller entraîner de la rouille, une oxydation. Voilà, au niveau lexique, étymologique, médical, on parle d'oxydation, c'est de la rouille qui va s'installer là où il y a les spermatozoïdes, là où il y a la testostérone. Et ces malades vont avoir du mal soit à avoir une première grossesse avec leur partenaire, sinon ils seront dans l'infertilité secondaire. Ils ont eu au départ, avant leur diabète, ils ont eu des enfants, et au moment où ils vont vouloir voilà, une deuxième ou une troisième grossesse, ils seront dans la capacité de procréer. Ces malades, on les voit souvent soit dans le secteur public ou le secteur privé. On les bilante, on leur demande un bilan biologique, un bilan morphologique. Et comme nous l'avons précisé tout à l'heure, quand ces malades viennent tôt, la solution est à base de traitement médical, l'arsenal thérapeutique. Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà. Sinon, s'ils viennent un peu tard, on dispose de moyens chirurgicaux pour leur permettre une procréation. Alors, le diabète fait partie des maladies du siècle, il faut le dire. Alors, la hausse continue de l'incidence et de la prévalence du diabète est préoccupante, notamment au Maroc. Nous avons donné le chiffre, 2,7 millions de personnes touchées par le diabète. Cette maladie touche plus près de 3 millions, nous le disions à l'instant. Alors, comment l'éviter? Comment éviter, comment être acculé à avoir ce suivi malencontreux, ce suivi astreignant, l'endocrino, le cardio, l'urologue. Pour l'éviter, c'est un changement tout simplement au niveau de son hygiène de vie. Il faut éviter d'être sédentaire. Il y a des règles d'hygiène et éviter au maximum la sédentarité. Et le sport en fait partie. Le sport. Éviter de manger beaucoup d'amidon, éviter de boire beaucoup de soda et éviter de vivre tout le temps dans l'excellence. Il faut savoir chercher des formules de plaisir pour son mental et pour son corps. Alors ma dernière question, c'est le traitement, bien sûr. Il y a les médicaments, mais si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie? Dans certains cas, quand on a un retentissement du diabète sur le rein, au départ, le cortège de signes cliniques, quand il est minime, on peut se baser sur un arsenal thérapeutique. Alhamdoulilah, on en dispose au Maroc grâce à mes collègues, les profs de pharmacologie. Et sinon, si on voit que le rein a tellement souffert, il y a apparition de calculs, à ce moment-là, on fait soit un traitement au laser ou l'endoscopie pour les calculs des reins qui sont secondaires au diabète. En revanche, pour les fuites urinaires, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on dispose de 2 familles de médicaments. Quand le malade vient un peu tôt, les bêta-3 mimétiques et les anticholinergiques. En revanche, quand on est à un stade tardif, on est acculé à leur proposer une chirurgie prothétique par voie basse, par une chirurgie mini-invasive. Monsieur Abdeltef Jennen, merci de nous avoir éclairé sur cette maladie, bien entendu, et nous avoir parlé en détail sur, comment appeler cela, la prostate, les maladies de la prostate. Merci, je rappelle que vous êtes chirurgien urologue et à bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. On parle tourisme à présent au Maroc. Le secteur bat des records. Le cap des millions de visiteurs a été franchi à fin octobre dernier, dépassant en seulement 10 mois le record absolu de l'année 2023. L'annonce a été faite à Dakhla par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Madame Fatem Zahra Amour. Cette performance représente une hausse de 19% par rapport à la même période en 2023, soit 2,3 millions d'arrivées supplémentaires.
On passe au sport pour terminer. Éliminatoire de la CAN 2025. Gabon-Maroc, c'est demain à Franceville au Gabon. Déjà qualifiés pour la CAN 2025, les Lions de l'Atlas devront confirmer leur parcours face à une redoutable équipe gabonaise. Pour les Panthères du Gabon, l'ultime objectif est de remporter les 3 points pour valider leur billet à la CAN sans attendre le résultat de leur dernier match contre la République centrafricaine. Les Lions de l'Atlas sont arrivés tôt ce matin à Franceville, 3e ville du pays en nombre d'habitants. Gabon, Maroc, je le rappelle, c'est donc demain à 20h à Franceville. Voilà, et nous souhaitons bonne chance aux Lions de l'Atlas. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à bientôt.